Vendredi 21 juin 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, c'est un autre projet présidentiel qui vient de se réaliser aujourd'hui après l'inauguration du Miami Atuamas la semaine dernière par le président Andry Rajoelina. En effet, c'est au tour du projet transport par câble de procéder à l'essai en transportant des passagers aujourd'hui. Un essai qui a été effectué par le chef de l'État qui, par la même occasion, a visité les infrastructures de la ligne Orange reliant Anous et Souarane. Toutes les phases d'essai de cette partie de la ligne Orange sont actuellement achevées et le premier responsable du projet, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, est maintenant en train de rechercher l'entreprise qui assurera la gestion et l'exploitation de ce transport par câble. Reportage sur les images de Ando Radzajaïb. C'est un autre projet du président de la République, Andry Rajoelina, qui se réalise aujourd'hui à travers la mise en œuvre du transport par câble au téléphérique. Ce projet a été conçu pour solutionner les embouteillages. Les essais sont passés par diverses phases depuis des semaines et maintenant c'est le dernier essai avec des passagers. À cet effet, c'est l'initiateur du projet, le président de la République de Madagascar, qui entame l'essai avec passagers aujourd'hui sur une partie de la ligne Orange, Anous et Souarane, accompagné du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement. C'est vraiment une fierté pour Madagascar d'avoir modernisé notre moyen de communication. Parce que comme vous le savez, Antananarivo a été créé pour 300 000 habitants. Maintenant, nous sommes à 3 millions d'habitants. Ce qui est important, c'est qu'il faut moderniser en fait, le transport urbain, la mobilité urbaine. Et maintenant, c'est une fierté parce qu'il y a trois moyens de moderniser en fait, le transport urbain. Soit, premièrement, à travers le tramway. Donc, il faut élargir la route, ce qui n'est pas possible. Deuxièmement, soit on fait à travers le métro. Donc, on doit creuser, faire des tunnels. Ce qui n'est pas possible aussi parce que Antananarivo, c'est marécageux. Donc, le seul moyen de transport qui modernisera le transport ici à Antananarivo, Madagascar, c'est le téléphérique. Et aujourd'hui, c'est une fierté parce que également ça va réduire l'embouteillage. C'est aussi un transport non polluant parce que voilà, il n'y a pas de pollution. Les phases d'essai techniques sont achevées pour cette partie de la ligne Orange, mais les travaux continuent, notamment à travers le lancement de l'appel d'offres pour l'entreprise qui se chargera de l'exploitation et de la gestion de ce transport par câble. Cette entreprise doit être mise en place avant que le transport soit ouvert au public. On va mettre une société mixte où l'État est associé avec le privé. Donc les privés sont les professionnels, l'État et la ville s'associent dans cette société. Cette société va être l'exploitant légal de la ligne téléphérique. Créer une nouvelle société finalement. C'est déjà créé un conseil des ministres. Donc on est en phase donc, de soumettre la proposition au conseil des ministres pour la composition, le conseil d'administration et l'effectivement de direction exécutive. 40 000 passagers, on est à 3 millions d'habitants. Ça c'est une estimation avant. Mais quand on a reçu le business plan, avec qu'on a étudié vraiment les comptes d'exploitation, on peut aller jusqu'à 75 000 pour la ligne. Ce transport est fait pour la classe moyenne, affirme le chef de l'État, notamment les étudiants, les salariés dans le secteur privé ou encore les fonctionnaires. Il relie les parties nord et sud de la capitale. Pour les passagers d'Anous, Ivange et cela jusqu'à Mbadbe. La ligne verte relie Ankas à Anous est également en phase d'étude actuellement. On est en train de mettre en place actuellement également parce qu'il y a en fait la deuxième phase du projet qui devrait être aussi démarrée, mais on va tout faire pour qu'on démarre le plus tôt. Aujourd'hui, quand vous prenez le taxi B, aujourd'hui le taxi B c'est à 500 ariars. Quand vous prenez le taxi c'est à 10 000 ariars. Et maintenant, le coût du prix du ticket de téléphérique devrait se situer entre 3 000 et 5 000 ariars. Donc ça va vraiment absorber le transport de la classe moyenne. Quand je parle de la classe moyenne, ce sont les cadres des entreprises, mais on va transporter aussi, bien évidemment, les étudiants à l'université, parce que ça va desservir aussi jusqu'à l'université. On va aussi desservir le lycée français et aussi les centres commerciaux placés ici dans la capitale, mais également
les zones administratives. Là, juste à côté, vous avez le tribunal et un ensemble des ministères. Et juste à côté, il y a l'hôtel Carlton. Donc les touristes, ils peuvent vraiment traverser à pied et directement aller visiter notre patrimoine national qui est aussi le palais de la Reine. Vous savez, il faut oser pour transformer et développer notre pays. Ce sont toujours les gens qui ont critiqué, qui n'ont pu rien faire. Est-ce qu'il fallait faire ce projet ou pas? Moi je dis oui. Vous savez, documentez-vous, on a beaucoup critiqué la construction de la Tour Eiffel. Mais maintenant, qu'est-ce qui attire les touristes en France? C'est pas la Tour Eiffel. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de montant pour emmener en fait le développement à Madagascar. Tous les autres projets, ça suit le cours. Et je vous rassure que je suis là pour marquer l'histoire de Madagascar, pour marquer en fait la transformation du pays. Et nous sommes sur la bonne voie et tous les autres projets sont en cours actuellement. L'État français a aussi contribué à la réalisation de ce projet, affirme son ambassadeur aujourd'hui. Une contribution en 2 tranches, à savoir en matière de financement et pour les entreprises en charge des travaux qui ne sont autres que Poma et Colas, des entreprises françaises. Je suis vraiment très content parce que c'est vraiment une réussite collective. C'était un projet du gouvernement malgache auquel la France, dans sa double dimension, l'État et les entreprises a répondu. L'État avec des appuis de financement, un prêt garanti par le Trésor français, par BPI-France, et puis surtout la capacité de nos entreprises à répondre aux exigences. Celle de Poma, celle de Colas. C'est un travail compliqué, on sait les enjeux de circulation à Tananarive, on sait que c'est une ville construite pour près de 300 000 habitants qui en compte aujourd'hui 10 fois plus. Eh bien le pari a été tenu, il y a encore bien des choses à terminer, à finaliser, mais cette première visite du président de la République est, je crois aussi, un gage de réussite de cette très belle réalisation technologique. Selon les prévisions, le tarif de transport du téléphérique varie entre 3 000 à 5 000 arrières. Il est à rappeler que le transport par câble sera ouvert au public après la mise en place d'une société de gestion qui se charge du volet technique et commercial à travers la vente des tickets. Par ailleurs, les travaux continuent sur le reste du trajet entre Anous et Abatpa. Et dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de Madagascar et de la création des forces armées malgaches, un spectacle évangélique appelé Antsapideran Wan Firene se déroulera ce dimanche 23 juin. Ce sera un moment de louange pour mettre entre les mains divines et porter en prière le pays avec la participation de nombreux artistes évangéliques. Les détails avec Judikel Ranjanirin et Andora Najaibe. 2 jours avant le grand spectacle, Jean-Jean et ses chanteurs sont en plein dans la répétition. Ils font partie des artistes étrangers venus à Madagascar pour participer au spectacle évangélique dans le cadre de la célébration de la fête nationale. D'autres artistes seront également au programme de ce spectacle évangélique, entre autres Maggie Blanchard, qui est déjà venue se produire chez nous plus de 3 fois maintenant. Cet événement évangélique aura lieu ce dimanche 23 juin à Mamassen, un événement unique dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du retour de l'indépendance. Le concert, qui sera gratuit, débutera à 14h. Et dans la page politique de ce soir, une étape a été franchie avec l'adoption de la loi numéro 024/2023 réglementant le travail auprès de l'Assemblée nationale hier, marquant ainsi une avancée dans la protection des droits des travailleurs. Cette loi a été élaborée pour moderniser et renforcer le cadre juridique en vigueur depuis 2 décennies. Omliana Samman nous en dit plus. Les travaux relatifs à la refonte du Code de travail portent leurs fruits. À preuve, l'adoption en séance plénière du projet de loi numéro 24/2023 portant Code du travail ce jeudi 20 juin à l'Assemblée nationale. Lors de la séance d'hier, la ministre de tutelle, Antchara Sakabon, a insisté sur le fait qu'au centre de la préparation et de l'élaboration de ce nouveau code se trouve la priorisation du dialogue social entre les différentes parties concernées, d'une manière ou d'une autre, par la promotion du monde du travail. Le principe du dialogue social a permis d'approcher toutes les entités concernées et surtout de recueillir leurs avis et points de vue tout au long du processus d'élaboration entamé depuis l'année 2021 afin de s'assurer que la refonte du code puisse réellement mener à la mise en conformité du monde de travail à Madagascar. Adopté sans changement ni amendement au niveau des travaux des commissions comme en séance plénière, le nouveau code intervient notamment dans le secteur privé.
Concernant ces réformes apportées par le Code du travail remis à jour, l'on peut citer en premier lieu la définition du terme travailleur pour un meilleur cadrage avec la conjoncture socio-économique actuelle dans le pays. Il importe en effet de signaler que la refonte de l'ancien code fait suite à la ratification par Madagascar au cours des dernières années d'un ensemble de conventions internationales sur le travail. Ainsi, dans cette voie du respect des lois et règlements internationaux, le nouveau Code du travail offre plus de clarté et de précision en matière de migration professionnelle, une des opportunités de travail les plus prisées par les jeunes malagasy aujourd'hui. Il en est de même en ce qui concerne le télétravail, auquel le nouveau Code accorde une attention particulière du fait qu'il s'agit d'un secteur de travail en plein essor actuellement à Madagascar. Parmi les autres points forts du Code du travail réactualisé figure également la considération du congé de paternité de 3 jours en tant que droit des travailleurs dans le secteur privé, sans oublier les dispositifs visant le renforcement de la sécurité et santé au travail. Ce Code du travail passera prochainement à la Chambre haute en vue de son adoption. Reste alors le décret d'application pour qu'il puisse entrer en vigueur et promouvoir et protéger les intérêts des différents acteurs et parties prenantes. Toujours dans cette page politique, socio-économique, le projet CASEF a été un succès au cours des 8 années de sa mise en œuvre. C'est ce qui a été constaté lors de la cérémonie de clôture de ce projet aujourd'hui. De nombreux agriculteurs à travers l'île ont bénéficié de diverses aides pour améliorer leurs revenus et élever ainsi leur niveau de vie. Le projet CASEF, qui est placé sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et du ministère de la Décentralisation et de l'aménagement du territoire, est financé par la Banque mondiale. Reportage de Oubrassam Manon et Anzara Zanarville. 95% des objectifs fixés en matière de développement du milieu rural, d'assistance aux agriculteurs ont été atteints au cours des 8 années de mise en œuvre du projet CASEF dans les 16 régions de Madagascar. Le projet CASEF vise notamment à améliorer les conditions de vie des populations rurales à travers l'accès sécurisé à la terre et le renforcement des capacités agricoles. Les activités de CASEF sont structurées en 3 volets complémentaires. Dans le projet de soutien aux filières d'agriculture commerciale, il renforce la politique foncière et enregistre les droits fonciers. Il améliore également les infrastructures de désenclavement pour favoriser l'accès au marché. Pour le CASEF, la production ne devrait plus se limiter à la subsistance. Les paysans producteurs doivent pouvoir se tourner vers les activités productives marchandes. Ainsi, des travaux de réhabilitation de pistes et des ouvrages de franchissement ont été réalisés par le projet dans ces zones d'intervention pour faciliter le transport des produits avec la réhabilitation de pistes rurales d'intérêt commercial. Plus de 70 km de routes et 3 ponts ont été réhabilités sur 8 axes dans les régions d'intervention. Ces infrastructures ont permis d'acheminer les produits vers le marché, de réduire les coûts de transport et d'inciter les activités productives sur les zones desservies. En matière de foncier, plus de 1 200 000 cartes foncières ont été distribuées au cours des 8 dernières années et 12 régions sur 23 en ont bénéficié. Le projet CASEF a été clôturé officiellement aujourd'hui. Ce projet, qui est placé sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, est financé par la Banque mondiale. Partons à présent à Antsirabe. La célébration de la semaine d'Antsirabe a débuté hier. De nombreux événements marquant cette célébration, qui a débuté par une marche autour de la ville. Cela s'est poursuivi par des activités culturelles et artistiques devant la stèle en face de la gare. L'assainissement de la ville a également eu lieu. Reportage de notre correspondant à Antsirabe, Jamson Ranjanarman. La semaine de la ville d'Antsirabe a débuté hier par une marche de 3 heures avec la participation de nombreuses organisations et partenaires. Plus de 2000 personnes ont participé à cette marche. Elle s'est terminée devant le stèle de pierre et s'est poursuivie avec différents spectacles et diverses compétitions. Hier se sont tenues également de nombreuses activités auxquelles tout le monde a participé, comme le nettoyage et la pose de panneaux dans les rues ou le marquage au sol. Les organisations méritantes qui participent grandement aux diverses activités recevant un prix d'1 million d'ariars de la part de la municipalité d'Antsirabe et des partenaires. Le thème de cette semaine de la ville d'Antsirabe est Antsirabe Mamk, Tuizan Kuntank, Reskunanjekchu. Les festivités se poursuivront dans le cadre de la célébration de la fête nationale.
Revenons à présent dans la capitale. 10 encadreurs de la police nationale dans la deuxième promotion de FANASN pour l'année 2023-2024 ont été officiellement sortis aujourd'hui à la mairie d'Analankéli. La formation a duré 14 mois. Ils sont issus de l'ENSP ou École nationale supérieure de la police d'Ivat, où il convient de noter que ces encadreurs sont des employés permanents au sein de la commune urbaine d'Antananarive depuis 25 ans, le plus jeune à 44 ans et le plus âgé 52 ans. Le PDS a déclaré que la considération de l'aspect humain s'inscrit dans les objectifs de travail de la commune afin de garantir le développement de la ville et la transparence afin de restaurer la dignité d'Antananarive, où l'équipement et les matériels de la police nationale seront également améliorés, affirme toujours le président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarive. Toujours dans la page sociale, le mois de juin est aussi le mois de l'enfance. Cette semaine, une entreprise privée œuvrant dans l'agroalimentaire est venue apporter des aides aux enfants en situation de déficience intellectuelle éduqués au sein du centre Les Orchidées Blanches. Reportage. Juin est le mois de la fête nationale, mais aussi le mois de l'enfance. C'est une occasion pour apporter de la joie au quotidien des enfants à travers des jouets et des lampions, une tradition malagasy. Ainsi, différents secteurs du pays, qu'ils soient privés ou publics, contribuent à mettre des sourires sur le visage des enfants. C'est le centre Orchidées Blanches que cette entreprise privée spécialisée dans l'agroalimentaire a choisi pour célébrer le mois de l'enfance à travers la distribution de jouets et de lampions à ses enfants en situation de déficience intellectuelle qui y sont éduqués. Les enfants éduqués aux Orchidées Blanches ont le droit d'être heureux comme tous les enfants et ils ont aussi le droit de célébrer la fête nationale, raison pour laquelle cette entreprise a choisi de les aider. Par ailleurs, cette entreprise a également apporté des aides à l'EPP Fanavutana d'Anjantapan et à l'orphelinat d'Ivatu. Passons à présent aux actualités internationales. Au Soudan, le conflit entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide qui a éclaté le 15 avril 2023 a engendré la plus grande crise humanitaire au monde et le déplacement de plus de 9 millions de personnes. Plus de 650 000 personnes ont trouvé refuge au Soudan du Sud, pays voisin. Un trajet dangereux et chaotique pour se retrouver dans l'un des pays les plus pauvres du monde. France 24. Nous en dit plus. Pour fuir la guerre, 1000 personnes franchissent chaque jour la frontière sud-soudanaise. Elles ont survécu aux combats qui ravagent le Soudan depuis avril 2023. Ils opposent l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Menacés par les belligérants à chaque point de contrôle, cette famille a marché 5 longues journées depuis la capitale, abandonnant tout derrière eux. À Khartoum, les forces de soutien rapide nous menaçaient. Ils nous ont tout pris. Et si vous osiez sortir de chez vous pour aller chercher du pain, ils vous battaient. Nous étions prisonniers à l'intérieur de nos maisons. Vous ne pouvez pas imaginer les horreurs qui se déroulent à Khartoum et les crimes qu'ils commettent. Il ne reste plus rien là-bas. La frontière franchie, Acha, ses 2 enfants et 4 petits-enfants sont envoyés dans un centre de transit. En quête de sécurité, ils font partie des 9 millions de personnes à avoir fui leur maison au Soudan, la plus grande crise de déplacés au monde. C'est la première fois que je viens là. Je m'attends à des difficultés, mais rien de bien grave. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. C'est un tel soulagement de ne plus entendre les explosions. Ils arrivent épuisés. Bonjour, comment allez-vous? Si vous avez le moindre problème, pour vous enregistrer par exemple, je suis là pour vous aider. Je me sens très bien, alors qu'avant je n'arrivais même plus à parler. Quand je pense à tout ce qu'il s'est passé, je me sens triste. Mon âme et ma mémoire garderont des cicatrices. L'aire d'accueil a été prévue pour 2000 personnes. Surpeuplée, elle héberge actuellement 25 000 réfugiés. L'eau manque, la nourriture et les abris aussi.
Maintenant que nous sommes arrivés et que je vois tous ces gens, ça me rend nerveuse. Je pensais que notre préoccupation principale serait de quitter le Soudan et qu'une fois à l'extérieur, ce serait plus simple de voyager vers d'autres pays avec mes enfants. Mais tous ces gens veulent la même chose, donc mes attentes ont baissé. Le centre de transit peut difficilement accueillir plus de personnes. Alors l'ONU transfère les réfugiés dans des camps permanents. Il est 5h30. Yassine s'apprête à partir. Il est venu seul, sans sa femme et ses 4 enfants, toujours au Soudan. Je veux me rendre à Maban et voir la situation là-bas, et si cela peut convenir à ma famille d'habiter avec moi. Je pense que ce sera mieux qu'ici. Dans les camps permanents, ils ont de bons logements. Tout est mieux qu'ici. Femmes et enfants prennent place dans ces bus. Les hommes, eux, feront le voyage à l'arrière d'un camion. Il faut 12 heures de piste pour arriver à Maban. La nuit a été dure. À leur arrivée, Yassine et les autres réfugiés ont dû dormir à même le sol. Nous avons tous dû fuir la guerre, nous avons tous besoin d'aide, nous espérons tous une meilleure vie, une vie plus facile. Ce qui est important maintenant, c'est que ma famille soit en sécurité. Au Darfour, ils ont tué tellement de membres de ma famille. Ils tuent, violent. Toutes ces choses sont arrivées à ma famille. Beaucoup ici sont aussi malades. Au Soudan, la majeure partie des hôpitaux ont été détruits. Difficile d'avoir des soins. À Maban, des médecins les prennent en charge, mais les ressources sont limitées. Les bailleurs internationaux n'ont pas assez donné. Les enfants qui arrivent du Soudan sont en état de malnutrition sévère. 70 ou 80% d'entre eux viennent nous demander de l'aide. Nous retrouvons Yassine. Un autre réfugié, arrivé il y a 1 an, lui fait visiter les lieux. C'est un coup dur pour Yassine. Je vais essayer de trouver un endroit correct et sûr. Il faut que tout soit bien, la sécurité, l'éducation, la qualité de vie. Et ensuite, j'amènerai ma famille. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Ce n'est pas ce que j'attendais, ce n'est pas bien ici. Je ne sais plus quoi penser. La dureté des camps plutôt que l'horreur de la guerre. Mais il faut bien choisir. Les experts internationaux sont pessimistes et n'imaginent pas une fin rapide au conflit. À l'échelle de la planète, selon l'ONU, cette crise humanitaire est la plus grave à l'heure actuelle. Toujours en Afrique, plus d'1 milliard de dollars ont été annoncés hier au sommet mondial de la vaccination organisé par le gouvernement français en partenariat avec l'Union africaine et l'Alliance pour le vaccin Gavi pour accélérer la production de vaccins en Afrique touchée par une épidémie de choléra. France 24. Et si l'Afrique produisait elle-même ses vaccins ? Voici tout l'enjeu du Forum mondial qui se tient à Paris. Venus du Sénégal, du Ghana ou encore du Rwanda, ces chefs d'État africains ont rencontré des représentants de l'OMS, de l'Alliance du vaccin et de l'industrie pharmaceutique, sans oublier les instituts de recherche et des banques. L'Afrique ne produit que 2% des vaccins qu'elle utilise. L'objectif serait d'en produire 60% d'ici 2040, d'où l'incitation aux partenaires à booster la production locale directement sur le continent. Au total, plus d'1 milliard de dollars ont été annoncés pour financer ce projet, dont les 3/4 seront assurés par la Commission européenne. C'est un mouvement global dont AVMA, cet accélérateur de production de vaccins en Afrique, sera une brique essentielle pour bâtir justement ce véritable marché africain du vaccin. Historiquement, le continent africain est durement frappé par les épidémies. Choléra, Ebola, papillomavirus, contre lesquels la vaccination a fait ses preuves. Pour le paludisme, par exemple, l'annonce l'année dernière par l'OMS de l'arrivée d'un vaccin accessible à tous a suscité beaucoup d'espoir. Au Kenya notamment, là où 3,5 millions de personnes contractent la maladie chaque année. Entre 2019 et 2021, le pays a testé le nouveau vaccin antipaludique.
Il y a un changement indéniable depuis que nous avons commencé à donner le RTS.S aux enfants de moins de 6 mois. Les hospitalisations sont réduites et la mortalité des enfants de moins de 5 ans a également diminué. Les études préliminaires montrent son efficacité à 75%. Grâce à la vaccination, le pays est devenu un exemple dans la lutte contre la maladie sur le continent. À la Nouvelle-Zélande, à présent, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a désormais la voie libre pour devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN après le retrait hier, jeudi 20 juin, de la candidature du président roumain Klaus Iohannis. France 24. C'est la fin d'un faux suspense pour savoir qui prendra la tête de l'OTAN. La voie est désormais libre pour Mark Rutte. Ses concurrents, la Roumanie et la Hongrie, ont jeté l'éponge. Ils ont l'un et l'autre reçu des garanties du Premier ministre néerlandais. Mark Rutte sera un très bon secrétaire général de l'OTAN. Il a une grande expérience en tant que Premier ministre. C'est un ami, un collègue que je connais depuis de nombreuses années et dont je suis absolument certain qu'il fera un excellent travail en tant que secrétaire général. Mark Rutte est à la tête du gouvernement néerlandais depuis 2010. Connu pour être direct et pragmatique, il était un fervent défenseur de l'Ukraine et un critique acharné de Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs l'un de ses défis, si ce n'est le plus grand, à ce jour. Il va devoir trouver une place à l'OTAN dans cette guerre, car l'Alliance n'est pas en guerre contre la Russie, mais les pays membres fournissent 99% de l'aide militaire à Kiev. Les Ukrainiens réclament aussi leur adhésion au sein de l'OTAN et espèrent qu'elle s'impliquera formellement dans leur combat. Deuxième défi de taille, tenir tête à Donald Trump s'il revient à la Maison-Blanche. L'ancien président a clairement menacé de retirer ses troupes du vieux continent. Enfin, Mark Rutte aura la lourde tâche d'accueillir éventuellement de nouveaux États membres. Ses talents de diplomate lui ont permis de s'assurer du soutien de pays comme la Turquie et la Hongrie, pourtant peu enthousiastes à l'idée de nommer un 4e néerlandais à la tête de l'OTAN. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Pour ce soir, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Restez avec nous justement. Après quelques instants, vous allez suivre votre film Les Infaillibles. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.